à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo de Pole Position, vidéo qui arrive un peu plus tardivement, pratiquement à la fin de l'année, pour plusieurs raisons. D'abord mentionner effectivement que il y a eu un certain nombre d'activités internationales que nous avons fait au niveau du PRCF et notamment où la Commission internationale a été pleinement mobilisé, ce qui nous a quelque peu entretenu. Je pense par exemple aux 20 ans du PRCF qui était un événement exceptionnel où l'international était mis à l'honneur et d'ailleurs ceux qui ont suivi le site ont pu sans doute voir les publications des discours, que ce soit le discours du PRCF ou les discours des invités internationaux qui représentaient quand même une bonne dizaine de partis communistes présents ce jour-là, notamment mention spéciale pour les camarades libanais dont le pays a été attaqué par Israël, comme vous le savez, depuis quelques mois. Mention spéciale aussi à un certain nombre de partis de pays voisins qui nous ont visités, notamment je pense aux camarades suisses qui ont eu une campagne très importante contre la dérive de leur pays au sein de l'Union européenne et de l'OTAN, qui sort de sa neutralité habituelle. Il faut aussi mentionner le fait qu'il y avait des dizaines de messages internationaux que nous avons reçus à cette occasion, que nous n'avons pas forcément pu lire, mais qui ont été publiés sur le site. Une partie de ces vidéos également a été publiée évidemment sur la chaîne YouTube, donc j'imagine que un certain nombre d'entre vous les auront peut-être déjà vus. On renverra de toute façon en description de cette vidéo des liens vers ces différents éléments. Donc fin du mois d'octobre, ensuite novembre, beaucoup de choses aussi qui se sont passées. Il y avait évidemment la réunion, la rencontre internationale des partis communistes et ouvriers qui devait se tenir au Liban, qui pour des raisons évidentes a été annulée, reportée indéfiniment, voilà. Donc en compensation en quelque sorte, nous avons pu faire une réunion en ligne avec un certain nombre de partis communistes, notamment européens, le 9 novembre, qui a permis de déboucher sur une perspective non seulement d'une réunion qui se tiendrait à Paris, et dont nous communiquerons un peu plus les détails et le contenu plus tardivement, en début d'année prochaine, et également sur des propositions d'action commune contre l'OTAN, contre l'escalade militaire en Europe. Donc ça, c'est des choses très importantes et très intéressantes sur lesquelles nous allons travailler donc avec ces camarades internationaux d'autres partis, à l'échelle européenne et au-delà, donc contre l'escalade militaire qui continue. Et quoi qu'on pense du résultat des élections présidentielle aux États-Unis, il serait dangereux de penser que tel candidat serait équivalent à la paix. D'autant plus que les fronts internationaux, les fronts de guerre sont nombreux. Donc même si sur le front ukrainien les choses se calment, tant mieux certes, mais c'est parce qu'à côté elles vont continuer de s'envenimer au Proche-Orient, très certainement au Proche-Orient. Je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard. Il y a bien sûr le front aussi en Asie, au niveau de la péninsule coréenne et du détroit avec Taïwan et le reste de la Chine continentale, où ça peut aussi partir très rapidement avec une étincelle qui sera sans aucun doute allumée par l'administration, la nouvelle administration à venir des États-Unis. À cette occasion, de toute façon, je ne reviendrai pas sur le résultat des élections qui est bien connu. Nous avons publié un certain nombre de communiqués et d'analyses qui seront également en description de cette vidéo. Et surtout interpeller ceux qui pensent que voilà, on va avoir la paix avec cette administration, surtout ne pas croire à ça. Je mentionnais ces différents fronts de l'impérialisme parce que oui, malheureusement en France, la plupart des organisations qui se disent supposément anticapitalistes, anti-impérialistes, de gauche, etc. En réalité, en dehors de la cause palestinienne qui en soi est tout à fait légitime et que nous soutenons aussi également, sont complètement aveugles sur ce front planétaire qui est ouvert entre l'impérialisme hégémonique des États-Unis et les pays satellites que nous sommes, malheureusement la France dans l'UE et l'OTAN, ce front planétaire contre les puissances émergentes et tous les pays qui veulent être indépendants, qui veulent être souverains, qui veulent se développer, qui veulent avoir le droit au développement comme les anciens pays du Nord capitaliste développé. Donc ce front planétaire, il passe bien sûr par la Russie, l'Ukraine, le Proche-Orient, et il continue jusqu'en Asie. Sans oublier bien sûr l'Afrique et l'Amérique latine. Donc c'est un front planétaire où ce sont, entre guillemets, deux camps qui s'affrontent, même si des fois les forces locales peuvent des fois confondre sur le côté qu'elles occupent, mais en réalité, il y a bien de plus en plus visiblement deux camps qui s'affrontent, un camp de l'impérialisme hégémonique et de ses sbires locaux, quel que soit leur label ou les estampilles qui se mettent, voilà, ils sont assez évidents à percevoir, et ensuite, il y a les autres qui en réalité ne sont pas un bloc homogènes, mais on va dire ont en commun tous de vouloir l'indépendance et la souveraineté et la liberté vis-à-vis de cet hégémonisme, cet impérialisme hégémonique. Donc c'est ce qu'on appelle souvent au PRCF le bloc anti-hégémonique, où il y a des pays progressistes et anti-impérialistes, il y a des pays socialistes, mais il y a d'autres pays qui sont absolument pas progressistes, mais qui simplement veulent s'indépendantiser de l'impérialisme sans pour autant être réellement dans une tradition de lutte ou progressive ou anti-impérialiste comme c'était le cas à l'époque de la guerre froide. Donc je dis tout ça parce que
qu'à gauche, en France, règne la confusion absolue là-dessus. Je pense que nous sommes les seuls, pratiquement, au PRCF à avoir une vision claire des choses et à le dire clairement aussi dans nos positionnements. C'est-à-dire que c'est bien de soutenir la cause palestinienne, mais il faut soutenir toutes les causes, entre guillemets, où des peuples et des pays se défendent contre l'impérialisme. Puisqu'évidemment, ce qui se passe en Palestine est terrible, et avec ce qui s'est passé en Syrie, ça ne va pas s'arranger, je reviendrai là-dessus. Mais voilà, on a un front planétaire. Il y a Cuba qui, évidemment, se prépare au pire assaut des États-Unis avec Trump et son Marco Rubio, qui est un fils de contre-révolutionnaire émigré à Miami, qui va évidemment mener une guerre terrible à Cuba. Cuba, un pays indépendant qui souhaite se développer hors de ce système capitaliste et qui coopère avec plein de pays, qui est un des principaux soutiens de la Palestine. Bref, est-ce qu'on voit ces mêmes organisations pro-palestiniennes en France défendre Cuba? Absolument pas. Il y en a pratiquement aucun. Donc il y a quand même une incohérence. D'où le fait que nous appelons, utilisons ce terme de social impérialisme, c'est-à-dire de organisations de gauche qui se disent socialistes ou pour les droits du peuple, de la classe ouvrière, mais qui au fond tombent dans la propagande impérialiste occidentale et suivent un peu bêtement les mots d'ordre au lieu de faire preuve d'esprit critique. Et c'est valable pour tout le front impérial. Donc pourquoi je parle de ça? Parce qu'évidemment il s'est passé des choses, il y a eu énormément d'actualités internationales dans ces 3 derniers mois, octobre, novembre et maintenant décembre. Avec toutes ces activités que nous avons eues, nous avons pris un peu quelques retards sur les publications. Il faut mentionner par exemple que fin novembre, je parlais de Cuba, nous avons eu un grand week-end de solidarité avec Cuba, qui était les 19e rencontres de solidarité avec Cuba en Europe, qui se sont tenues donc à Paris, où le PRCF était membre du comité d'organisation. C'est un événement sur lequel nous avons travaillé depuis le début de l'année, avec d'autres organisations, notamment les associations de solidarité françaises, mais aussi pas d'autres associations de solidarité européennes. Il y avait également le PCF qui était présent, qui a proposé son siège national donc à Colonel Fabien pour tenir l'événement. C'est un événement qui était tout de même quand même une belle réussite au vu du nombre de délégués présents, plus de 200 délégués présents, des dizaines et des dizaines d'associations de partis politiques de toute l'Europe présentes. Nous étions fiers d'y contribuer, notamment à l'organisation des commissions et à la prise de décision pour, on va dire, un plan d'action qui viserait à définir comment est-ce que les peuples européens et le peuple français, nous pouvons aider Cuba socialiste, qui pour nous est une cause fondamentale. Ce même week-end d'ailleurs, il y a eu une cérémonie à l'ambassade de Cuba où un certain nombre de personnalités ont reçu des décorations et parmi lesquelles il convient de mentionner notre président Léon Landini, donc qui a reçu la médaille de l'amitié avec Cuba décernée par l'Institut cubain d'amitié entre les peuples, présidé par Fernando González, donc qui est quand même très connu à Cuba et même en Amérique latine comme étant l'un des 5 héros de Cuba, qui avait donc passé des années enfermé dans les geôles états-uniennes après avoir démantelé un réseau terroriste et de trafic de drogue donc en Floride, à Miami notamment, qui était organisé pour déstabiliser la souveraineté de Cuba et que finalement les autorités états-uniennes laissaient faire. Mais bon, grâce au travail de ces gens-là, ils ont pu démontrer tout ça, et comment est-ce qu'on les a récompensés? En les mettant en prison. Bon, tout ça c'est de l'histoire maintenant. Mais je rappelle tout ça parce que ça a quand même de l'importance, ça fait partie d'une même ligne de résistance au niveau planétaire contre l'impérialisme qui aujourd'hui est déchaîné parce qu'il est aussi au bord du gouffre. Il arrive en bout de route en quelque sorte d'un système qui ne fonctionne plus, qui est rejeté par la majorité absolue de l'humanité, de ses représentants au niveau des Nations Unies et des États membres. Donc ce système qui est à bout de souffle se défend comme une bête qui a le dos au mur, qui va se défendre en agressant systématiquement tous ceux qui ne se soumettent pas à ses intérêts. Donc ça c'était pour un certain nombre d'activités que nous avons fait. Pareillement, on mettra en description de la vidéo des renvois à ces activités avec Cuba. Enfin, on peut quand même dire quelques mots à propos de ce qui s'est passé en Syrie, puisque ça a été sans doute ce qui a fait le plus l'actualité ces dernières semaines au niveau international, mais pas que. On peut dire que ça a été une surprise générale. Nous avons publié un communiqué d'ailleurs qui est sorti très peu de temps avant la chute de Damas. Une surprise pour tout le monde, y compris pour les djihadistes eux-mêmes. Ces fameux combattants de la liberté estampillés gentils rebelles par les médias de l'Empire. Y compris pour eux, ça a été une surprise, puisque personne ne s'attendait à l'effondrement de l'armée syrienne et de l'État syrien, qui avait résisté malgré tout pendant pratiquement 14 ans à cette guerre qui avait été commencée par Obama et les démocrates contre la Syrie, qui faisait suite à plusieurs choses. D'une certaine manière, je me référais souvent au livre de Brzezinski du Grand Échiquier. Certains en ont entendu parler. En réalité, c'est un livre qui, en quelque sorte, fixait les axes de la politique impérialiste des États-Unis pour les prochaines décennies, quand ça a été écrit, c'est-à-dire dans les années 90, et tout ceci était mentionné. La guerre en Ukraine était, on
on va dire déjà planifiée par son auteur. La destruction de la Russie aussi était planifiée. Et bien sûr, la destruction de tout un tas de régimes progressistes, indépendants, anti-impérialistes au Moyen-Orient. On le sait depuis les années 2000 que c'est un véritable domino de destruction auquel se livrent les États-Unis au Proche-Orient. La première victime ayant été l'Irak, mais on sait que par la suite, c'est tout un axe de pays, le Liban, la Syrie, l'Iran, l'Égypte et la Libye qui ont été visés. Donc maintenant, ils ont finalement, malgré toute la résistance, obtenu ce qu'ils voulaient. Ils ont détruit la Syrie, ils ont obtenu la destruction de la Syrie. D'où l'interrogation de certains qui venaient se réjouir de ça comme si c'était un grand événement. Bon, c'est, on va dire, assez risible quand on pense que ces gens-là ensuite se disent progressistes et ils se réjouissent que des obscurantistes, djihadistes, islamistes prennent le pouvoir en Syrie. Et on peut dire qu'ils n'ont pas mis longtemps à montrer comment ils allaient gouverner ce qu'il reste de la Syrie, puisqu'en réalité la Syrie a déjà été massacrée et morcelée en plusieurs sortes d'États. Voilà, au nord-est, il y a les Kurdes qui travaillent avec les États-Unis, qui sont financés, qui reçoivent des États-Unis d'Israël, qui avaient exploité le pétrole, et d'ailleurs plus de 80% du pétrole syrien était exploité soit directement par l'armée des États-Unis, soit par les Kurdes, mais qui le revendent aux États-Unis. Si on peut parler de revente, en réalité, il est donné en échange de ces armes et de tous ces financements. Et ça fait partie de la politique impérialiste des États-Unis. Ils vivent de ça. C'est l'économie états-unienne aujourd'hui. Ce n'est plus l'économie industrielle qui produisait la moitié des produits manufacturés encore en 1945 à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est une économie qui vit de l'hégémonie du dollar et du pillage impérialiste des ressources, des matières premières. Donc forcément, ils ont besoin de ces guerres permanentes pour financer le complexe militaro-industriel et pour continuer de piller des ressources donc à ces pays souverains qui ne veulent pas se vendre. Car en réalité, bien sûr, on connaît la chanson et le disque rayé à propos du régime de Assad qui est présenté comme le pire du pire, c'est le fameux Reductio ad Hitlerum qui a été appliqué à plein d'autres pays avant, où on le présente comme le pire et le plus affreux des dictateurs. En réalité, avant 2011, il était quand même largement applaudi comme étant un réformateur qui avait permis le pluralisme politique et d'autres partis de se présenter aux élections. D'autres partis qui d'ailleurs participaient à la coalition gouvernementale, dont le Parti communiste syrien. Il faut savoir que ce qui vraiment lui a été reproché, c'est de refuser le plan du FMI qui demandait la dollarisation de l'économie syrienne et la privatisation du pétrole et des ressources naturelles. Donc voilà, la vraie raison de pourquoi il fallait le détruire. Ça veut pas dire par ailleurs qu'il y a rien à reprocher à son régime. Dans une guerre qui a duré plus de 13 ans, il y a eu de nombreux crimes de guerre qui ont été commis, et ça pouvait inclure de la partie syrienne. Loin de là, nous ne faisons pas d'illusions là-dessus. Mais ça n'empêche pas que nous avions d'un côté un régime donc qui était progressif, qui était laïque, qui défendait l'égalité homme-femme, qui défendait une certaine forme de redistribution sociale, certes limitée, mais qui était basée sur des ressources nationalisées, qui refusait l'ingérence dans ses affaires intérieures, c'est-à-dire qui se comportait comme un pays souverain, qui était une base de résistance et de soutien pour les Palestiniens et pour les Libanais face au colonialisme israélien qui d'ailleurs occupe illégalement et vient d'annexer officiellement les plateaux du Golan qui appartiennent à la Syrie. Donc voilà, c'est toute une série d'éléments à prendre en compte qui devraient nous pousser à toute personne, tout militant, tout sympathisant des causes progressistes, qu'ils soient communistes ou non d'ailleurs, ne devrait pas se réjouir de la destruction de la Syrie. C'est complètement stupide. D'autant plus que ça veut dire que en face on a donner le pouvoir à des gens qui déjà servent les intérêts des puissances impérialistes, des États-Unis, de la Turquie, qui est d'ailleurs le principal responsable de cette offensive du début du mois de décembre qui a provoqué la chute de l'État syrien. Ça fait aussi les affaires d'Israël, évidemment, puisqu'Israël maintenant occupe le sud de la Syrie, ils entourent le Liban par l'est, ils peuvent coloniser davantage de territoires et continuer le projet délirant et totalitaire du Grand Israël. Donc on voit bien que ceux qui sont arrangés par la destruction de la Syrie, ce ne sont pas les amis du peuple palestinien, ce sont ses ennemis. Ce sont les ennemis du peuple palestinien, ce sont les ennemis de tous les peuples qui veulent être indépendants ou libres. Donc quand on est progressiste ou qu'on se dit pro-palestinien, c'est quand même dommage de se réjouir de la destruction de la Syrie. D'autant plus que les conséquences sont extrêmement graves, y compris pour des questions qui a priori préoccupent tous les militants progressistes, le droit des femmes, l'égalité homme-femme. Bon, on voit bien ce qui va arriver aux femmes en Syrie. On l'a déjà vu en Afghanistan, c'est ce qui va se passer maintenant, c'est ce qui est en train de se passer maintenant en Syrie aux mains de ces djihadistes dont le nouveau dirigeant qui, il y a encore quelques jours, était recherché pour 10 millions de dollars par le département d'État américain. Maintenant, hop, il a été estampillé par un coup de baguette magique, très orwellien d'ailleurs, de dire « Ah non, maintenant, c'est un dirigeant très raisonnable, il est très sympa, il a mis un peu d'eau dans son vin, il est plus si djihadiste et islamiste que ça. » Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce dirigeant? Bon, il a commencé son premier discours depuis la mosquée des Omeyyades, et avec des termes très clairs sur quel allait être le futur de ce qui reste de la Syrie, en réalité, puisque la Syrie est un État détruit, coupé en
en plusieurs morceaux. La Turquie va annexer un peu le nord, les Kurdes se battent avec les Turcs tout le long de l'Euphrate. Les djihadistes, entre eux, ils étaient tous unis contre Assad, mais maintenant, ils sont tous à couteau tiré, ils se massacrent mutuellement. Donc, pour arbitrer ces conflits entre groupes terroristes, de temps en temps, l'armée des États-Unis ou Israël bombarde tel ou tel groupe estampillé État islamique, mais réellement, c'est plus un langage de code pour éliminer les opposants de Monsieur Djoulani, le chef d'HTS. Quand il veut se débarrasser d'un groupe, il va dire « Ah, ils sont de l'État islamique, allez hop !» Et comme ça, c'est réglé. Mais voilà, ça, la réalité de ce qu'est devenu la Syrie est une catastrophe. C'est une catastrophe pour le peuple syrien. C'est aussi une très mauvaise nouvelle pour les Palestiniens et les Libanais. Le Liban qui se retrouve isolé, ça renforce encore plus le colonialisme israélien et ses ambitions impérialistes de ce projet de rente Israël. Ça renforce évidemment l'impérialisme des États-Unis puisque maintenant ils ne se sentent plus, ils vont tout de suite aller pour attaquer l'Iran, qui est bien sûr l'Iran, c'est de tout cet axe de pays qu'il fallait détruire. L'Iran est le dernier objectif entre guillemets au Proche-Orient, au Moyen-Orient. C'est le dernier pays qui doit être détruit. Et on peut être sûr de l'administration Trump qu'ils vont y mettre toutes les ressources en soutenant Israël dans les pires atrocités qui sont commises et en continuant la guerre, intensifiant la guerre contre l'Iran. Donc voilà, ça c'est la réalité des faits. La réalité des faits, donc, qui n'est absolument pas parlée dans les médias et dont la plupart des organisations de gauche font semblant d'ignorer, voire se réjouissent, crient avec les loups qui hurlent donc au succès de ces fameux rebelles islamistes modérés estampillés raisonnables par les médias officiels et par les administrations des gouvernements dans ce qui reste de la Syrie. Le seul peut-être désillusion qu'ils ont eu, c'est de pas pouvoir massacrer à coups de pierre et de lapidation Bachar el-Assad dans la rue comme ils avaient fait avec Kadhafi. Bon, il aura au moins eu l'intelligence de s'évacuer. Évidemment, ça pose un certain nombre de questions pour la Russie, puisque il est évident que les puissances impérialistes occidentales exigent aux nouveaux maîtres de Damas d'expulser les Russes, sinon les sanctions qui pèsent contre la Syrie, qui affament le peuple syrien depuis 2011, ne seront pas levées. Donc voyons, soit dit en passant, les vrais objectifs quand même. Donc expulser les Russes, pourquoi est-ce qu'ils veulent expulser les Russes? Parce que en réalité, ils savent que la Russie a une base stratégique aérienne, donc à l'attaquer, dans la province côtière de l'attaquer, qui permet à la Russie d'envoyer des forces en Afrique. Et on sait que la Russie est très impliquée en soutien à un certain nombre de régimes qui se revendiquent plus ou moins anti-impérialistes, voilà, en Afrique. Certains qui le sont, d'autres sans doute un peu moins, mais en tout cas qui ont tous en commun de préférer les relations avec les BRICS qu'avec le vieux système néocolonial impérialiste occidental. Donc évidemment que si la Russie peut plus envoyer de renforts vers ces pays-là, ça va être une problématique. Des pays comme le Niger qui ont humilié l'impérialisme des États-Unis et même l'impérialisme français en expulsant les troupes et les bases militaires, pourraient se retrouver tout seul face à une revanche de l'impérialisme qui ne se priverait pas de saisir l'opportunité. Donc voilà, c'est pour ça que je faisais référence au départ au grand front planétaire entre l'impérialisme hégémonique et d'un autre côté les pays qui veulent l'indépendance et la souveraineté et le développement, parce que finalement la Syrie était le maillon d'une chaîne, et cette chaîne, maintenant que ce maillon est tombé, c'est une partie de la chaîne de cette résistance anti-impérialiste, anti-hégémonique, nationale, populaire, dans certains cas, comme le cas de l'Afrique, qui pourrait aussi être affaibli ou tomber. Donc ça, il faut en être conscient. Ça n'arrange pas, du coup, la cause des militants progressistes et des militants communistes. Loin de là. Et ça doit nous pousser aussi à davantage renforcer le travail que nous menons partout pour développer le mouvement communiste international et le mouvement ouvrier, parce qu'au final, on voit bien que sans ces deux piliers qui étaient finalement les piliers au XXe siècle de la révolution et du progressisme et du progrès social et humain, qui était le mouvement communiste international et l'internationale ouvrière en quelque sorte, sans ces deux piliers-là, finalement, la résistance contre l'impérialisme est beaucoup plus faible. Donc c'est là la tâche principale des militants communistes, qu'ils soient français ou ailleurs, de contribuer à reconstruire, accélérer le développement et la reprise du mouvement ouvrier international et du mouvement communiste international pour d'autant plus faire face à ces nouveaux dangers suite à tous ces événements. Voilà, il y aura bien sûr encore d'autres, en plus du communiqué sur la Syrie, des articles d'analyse qui seront publiés, qu'on vous encourage à lire et à écrire. D'ailleurs, s'il y a des commentaires ou des retours, nous sommes très ouverts aux discussions sur le sujet. Je remercie tout le monde, en tout cas ceux qui ont eu la patience d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime ou à commenter. Et bien, nous nous reverrons très prochainement, probablement en début d'année 2025 pour un nouvel épisode. Je vous souhaite de très bonnes fêtes à tous et de bonnes vacances.